Monsieur, merci et bienvenue à votre magazine de prédilection kiosque spécial kiosque. Dès ce jour va donc analyser, scruter à fond l'actualité politique en République démocratique du Congo. Tshisekedi attaqué en invalidation hier lundi en début d'après-midi. Le candidat Seth Kikouni a déposé sa requête devant la Cour constitutionnelle tendant à obtenir la validation de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi pour défaut de qualité et inscription pirate. Et depuis quelques jours, se murmure une idée consistant à provoquer un passé droit contre la candidature Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe dans l'objectif de l'invalider et de le disqualifier ainsi à la course à la magistrature suprême. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir, celle qui Kikouni, en optant à invalider la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo, obtiendra-t-il gain de cause? Éléments de réponse et analyse et commentaires dans cette émission kiosque. Et puis, pour les cas de Moïse Katumbi Chapwe, l'histoire se répète-t-elle sur le point de se répéter ou de bégayer sur lui tout en invalidant sa candidature aux élections qui se profilent à l'horizon? Nous allons donc analyser à fond cette réalité. Faut-il obtenir dans l'immédiat le départ de la mission onusienne en République démocratique du Congo? La question mérite d'être posée au regard du chronogramme irrélatif qui a annoncé par Christophe Lutundola. Plus de doutes quant au départ de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Le secrétaire général des Nations Unies a pris acte de la demande du gouvernement congolais en vue du retrait progressif de la MONUSCO. Analyse et commentaire avec la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo sur Kiosque. Kiosque de ce jour reçoit un invité de marque. Oui, c'est un invité de marque. Il s'agit donc du sénateur Papi Bazego Temboussili. Il est d'abord sénateur pour les comptes du mouvement de libération du Congo, mais aussi et surtout rapporteur de la commission économico-financière et contrôle budgétaire du Sénat. Avec lui, nous allons donc analyser à fond toutes ces questions, mais il faut également rappeler qu'il est initiateur de plusieurs productions législatives et contrôles parlementaires, dont la plus récente est donc l'interpellation de la ministre de la Justice et garde de Rose Mutombo sur les conditions carcérales. Monsieur honorable Papi Bazego, vous êtes le bienvenu sur l'émission Kiosque. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez initié tout récemment une interpellation à l'endroit de la ministre de la Justice. Dites-nous, quels sont les mobiles qui ont prévalu à une telle démarche? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Avant tout, j'aimerais vous remercier la chaîne CCTV pour cette invitation à pouvoir venir commenter un certain nombre de sujets que vous venez tout à l'heure là d'évoquer. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer les nombreux auditeurs de CCTV, aussi principalement les amoureux de l'émission Le Kiosque, dont moi-même. Oui. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé, n'est-ce pas, à engager, à prendre cette initiative? Vous savez, monsieur le journaliste, la situation des détentions en République démocratique du Congo, quand vous sillonnez un peu partout le territoire national, vous allez constater qu'elle est déplorable. Oui. Elle est déplorable. Les individus ou les personnes incarcérées ont aussi droit à la vie. Ils ont droit à des bonnes conditions, n'est-ce pas, d'entretien pour, n'est-ce pas, leur permettre
pour ceux-là qui sont condamnés, d'aller jusqu'au bout de leur peine, et ceux qui sont en détention préventive, bien entendu, de pouvoir recouvrer leur liberté, bien entendu, en bonne santé, Oui. tels qu'ils étaient entrés. Alors, après voyage, examen de certaines situations à travers la République, nous avons constaté que, et aussi, nous avons été interpellés, et c'est ça qui a d'ailleurs qui nous a poussé comme ça à prendre cette initiative. Vous savez, monsieur le journaliste, lorsque le parquet, sur base d'une plainte ou enquête, arrive, n'est-ce pas, à arrêter et instruit le dossier, il défère l'inculpé, n'est-ce pas, devant son juge naturel. Mais il est, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on attend? On attend que l'inculpé soit fixé sur son sort à l'issue, n'est-ce pas, d'un jugement donné. Mais il est là, entendu qu'il y a un endroit qui est prévu, n'est-ce pas, pour garder l'inculpé ou les détenus. Mais il faut que cet endroit-là soit je vois la loi qui organise, n'est-ce pas, les conditions carcérales. Les détenus doivent être mis dans de bonnes conditions. Mais qu'est-ce que nous constatons? Déjà, nous avons un déficit criant d'infrastructures adéquates. On trouve, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler, je prends là la part, disons la vétusté des bâtiments. Je prends d'abord la réalité de l'intérieur avant de descendre ici à Kinshasa. Oui. Vous mettez, c'est-à-dire on trouve tout le monde, les détenus de toutes catégories, ils partagent soit la même enceinte, soit le même bâtiment. Et dans des conditions que je vais vous décrire à un moment donné. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, il y a des endroits où il y a carence des magistrats. Ça, c'est encore un problème. Mais si déjà, on a un problème d'infrastructure, c'est-à-dire où loger les détenus, d'un côté, ceux-là qui attendent d'être jugés, de l'autre côté, ceux-là qui sont déjà condamnés, si déjà il y a un problème d'infrastructure, je vous dis que ça interpelle. Oui. Il y a aussi une autre raison. Laquelle? Vous arrivez dans des endroits où, comme je venais de dire tout à l'heure, il n'y a pas de magistrat. Pour diverses raisons. Tous se sont focalisés à Kinshasa. On vous dit, ben, ici, on n'a pas envoyé les magistrats. C'est-à-dire, il y a des juridictions qui attendent que les magistrats soient affectés. Mais il y a aussi des juridictions que certains magistrats jugent non viables. C'est-à-dire, dans certains endroits, ils se disent, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Les conditions de vie sont difficiles. On s'est retrouvé une ligne. Comment je vais vivre ici? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Par exemple, chez moi, dans la province de Bazouélé, puisqu'il n'y a pas d'eau, puisqu'il n'y a pas d'électricité, mais il y a des magistrats qui se permettent, bien entendu, de se donner des congés par des voies, des raisons médicales. Et tous viennent à Kinshasa, ils abandonnent leur poste, mais malheureusement, à partir de Kinshasa, où ils restent éternellement, ils touchent de manière indue leur revenu, leur salaire. Mais honorable, sur base de tout ce que vous venez d'évoquer, moi personnellement, je crois que la justice est un véritable fondement de la démocratie au regard de son rôle de garant des droits et libertés fondamentaux. Mais vous, en tant que politique, quelle image avez-vous de la justice de la République démocratique du Congo au regard de sa mission? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'étais en train d'évoluer, mais je vais comme ça réagir à cette question-là. Oui. Vous savez, la Bible, là même le chef de l'État, le président de la République, Fachi Beton l'a dit plusieurs fois, quand il lui arrive comme ça de parler de la justice, il ne cesse de citer ce passage biblique qui dit que la justice élève une nation.
Exactement. Mais lorsqu'il y a absence de la justice, Oui. les gens vivent comme, permettez-moi le terme, comme dans la jungle. Grave. Il y a difficulté, n'est-ce pas, d'installer ce qu'on appelle l'état de droit. D'où la question de tout à l'heure, c'est quoi l'action de l'homme politique? Justement, c'est cette action parlementaire pour laquelle votre chaîne m'a invité ici, donc l'interpellation, la récente interpellation sur les conditions carcérales, Oui. qui commence déjà de quelque part. Parce que pour qu'il y ait des détenus, il faut qu'il y ait infraction. Et pour qu'il y ait infraction, n'est-ce pas, pour que l'infraction soit constatée, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, le personnel de la justice. C'est les magistrats, le corps des magistrats. Mais s'il n'y a pas, c'est déjà un problème. Et là où il y en a, les détenus qui sont placés en détention, ils vivent dans quelles conditions? Tout ça, ça fait partie de la problématique que nous sommes en train de développer. Oui. Et qui constitue bien entendu notre démarche parlementaire. J'étais en train de vous dire tout à l'heure là, j'étais en train d'énumérer les constats. J'ai épinglé la réalité qui fait qu'il y a certains magistrats qui se retrouvent à Kinshasa pour des raisons non justifiées. Et depuis longtemps, depuis voire même plus d'une année. Il y a aussi des cas, n'est-ce pas, là où il n'y a pas infrastructure, où il n'y a pas prison, Oui. comme le cas de Bazouélé, comme dans certains endroits dans les Votre Kasaï, dans les Kasaï, Oui. il y a comme ça des cas où on trouve, en l'absence des magistrats, mais les personnels des services spécialisés, ils s'arrogent le droit, n'est-ce pas, de trancher les dossiers des justices. Comme les OPJ, par exemple. Je vous dis, vous comprenez quand je parle des services spécialisés. Oui. Quand je parle des services spécialisés, vous avez entendu l'intervention de ma collègue là-bas, sénatrice, qui a dit, dans un des territoires dans le Kasaï, les services spécialisés se saisissent des dossiers. Victorine Louessé. Victorine Louessé, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Ils se saisissent des dossiers, ils tranchent en lieu et place des juges. Oui. Vous voyez ce que ça donne? Donc nous sortons de la réalité de ce à quoi on devait attendre la justice. Ça c'est inquiétant. Et il y a aussi la réalité que il y a aussi le fait que dans certains endroits on assiste à ce qu'on appelle les détenus de bonne foi. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, il n'y a pas un endroit sécurisé pour le placer, un détenu, mais il est là, il reste tout simplement parce que peut-être il estime qu'il ne s'est pas retourné dans la société, dans le milieu où il vivait, Oui. pour diverses raisons, peut-être par peur de représailles, par rapport à l'infraction donnée. Il s'est dit, écoutez, je préfère rester là, même s'il n'y a pas d'endroit, même s'il n'y a pas de porte, même s'il n'y a pas de fenêtre, mais je préfère rester là. C'est parce qu'il porte un intérêt soudain. Il s'est dit, bon, écoutez, ici, c'est peut-être pour moi un endroit pour me réfugier. Oui. Voilà. Mais il reste malheureusement comme ça pendant des années, disons des mois, voire des années, sans être jugé. Alors là, maintenant, on tombe dans quoi? On tombe dans l'infraction parce que on tombe dans une faute. Parce que la Constitution, dans son article 18, ne prévoit pas, n'est-ce pas, la détention de manière délibérée et avec un temps indéfini de détention sans jugement. Donc voilà tout ça, toutes ces difficultés-là, tous ces problèmes-là, nous ont poussé aujourd'hui à entamer cette démarche. C'est pour ça que nous avons pris cette initiative d'échanger, d'entretenir avec Madame la ministre de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice, sur ce qui concerne bien entendu les conditions carcérales dans notre pays. Honorable, un délai de 48 heures a été donc accordé à la ministre, je crois, de la Justice en vue de répondre aux préoccupations soulevées par les députés. Au cas où elle ne répond pas d'une manière favorable à ta requête, que comptez-vous faire alors? Non, mais moi je pense que vous êtes allé un peu plus vite en besogne. Madame la ministre d'État était venue, elle a répondu et nous avons remarqué dans ses réponses oui, la volonté, n'est-ce pas, de faire mieux.
Et nous avons aussi compris que notre interpellation était, disons, est tombée à point nommé. Pour arriver, n'est-ce pas, à interpeller le gouvernement, à pouvoir s'épancher sur cette question pour arriver, n'est-ce pas, à améliorer, n'est-ce pas, les conditions sécuritaires. Parce que vous savez, la question sur les conditions carcérales, ça fait partie aussi de la sécurité. Parce que quand la population vive dans la quiétude, dans la société, ça permet comme ça de vivre en harmonie. Donc, nous avons noté, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, la volonté du gouvernement de pouvoir changer les choses. Vous avez parlé des 48 heures, c'était mais nous avons, avec bien entendu la sollicitation de Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, nous avons compris que les charges de l'État vont momentanément l'empêcher de revenir dans 48 heures pour répondre, disons pour répondre aux diverses préoccupations soulevées par nos collègues à la suite de cette initiative. Nous l'attendons au retour. Donc on n'est pas encore à ce que vous avez dit tout à l'heure là, au cas où, on n'est pas encore à ce niveau-là de me poser la question de savoir au cas où elle ne satisfait pas. Donc nous suivons de près cette question et nous attendons Madame la ministre d'État à son retour pour pouvoir rencontrer les préoccupations de nos collègues. Mais à votre niveau, vous avez impulsé une dynamique. Cette dynamique qui consistait donc à interpeller la ministre, vu la situation catastrophique que vit les prisonniers dans des prisons, ça et là, à travers la République démocratique du Congo. Mais vous ne voyez pas qu'il faudra maintenant assainir l'espace judiciaire à travers peut-être votre interpellation? Je trouve que par cette initiative, comme tant d'autres, hein, oui. Il y a lieu de se poser, de se remettre, n'est-ce pas, en cause, question, de se remettre en cause, d'analyser, d'aller un peu plus loin, plus profondément, pour, n'est-ce pas, arriver à déceler les difficultés qui empêchent, n'est-ce bien entendu, que l'appareil judiciaire puisse fonctionner correctement dans notre pays. Donc, il est question de voir tout ça parce que l'état des droits, c'est aussi les bonnes conditions carcérales des prisonniers. Vous savez, la prison n'est pas faite pour une catégorie de personnes. Nous tous, tels que nous sommes là, nous pouvons nous retrouver à un moment donné de l'histoire dans ces endroits-là. Donc, je pense que la prison ne doit pas constituer pour nous, n'est-ce pas, ou pour les détenus, des endroits qui corrompent, n'est-ce pas, le comportement. Vous savez, pour un détenu, pour un prisonnier, par exemple celui-là qui est condamné, la loi qui a instauré, n'est-ce pas, l'administration carcérale, a prévu c'est-à-dire toutes les conditions dans lesquelles le prisonnier doit vivre. Et toutes les conditions dans lesquelles les prisonniers doivent vivre. Vous savez, pour ceux-là qui sont condamnés, il est même prévu l'apprentissage des métiers, la rééducation. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, la resocialisation. Donc, il faudrait que cet aspect des choses soit réellement, n'est-ce pas, pris en compte. Pas ce que on vit au quotidien. Vous avez comme ça un prisonnier ou un ancien prisonnier, quand il rentre dans la société, il devient un peu plus dangereux que ce qu'il a été avant sa détention. Donc voilà, tout ça, ça permet à ce que la question sur les conditions carcérales soit vraiment prise avec beaucoup d'intérêt. Votre interpellation remet aussi sur la slate la question sur le mot qui souffre la justice. Mais on doit se poser la question, quel mal suprême souffre la justice de la République démocratique du Congo? Vous ne voyez pas que, honorable, votre interpellation démontre à suffisance la déliquescence de la justice et appelle à une rapide prise de conscience politique indispensable? C'est tout à fait normal ce que vous venez de dire tout à l'heure là. Je pense que je suis revenu plusieurs fois sur, n'est-ce pas, la direction que nous comptons proposer
n'est-ce pas, par rapport à cette démarche. Oui. Il est question, je ne vais pas parler ici disons, je préfère parler de la réforme dans le secteur de justice. Vous voyez, je salue ici le concours, n'est-ce pas, qui a eu lieu, n'est-ce pas, que notre gouvernement avait organisé, le concours qui a permis, n'est-ce pas, qu'un certain nombre des magistrats soient recrutés. Et, il y a eu même quelques séances de formation, si je ne m'abuse. Et ça peut permettre à ce que une partie de notre préoccupation soit rencontrée, mais il faut voir aussi par rapport à la dimension de notre pays qui est un pays continent. Oui. Si le nombre qui est retenu de 2500, à ce que je sache, peut, n'est-ce pas, arriver à couvrir tous les besoins attendus, n'est-ce pas, dans ce secteur, dans ce domaine de la justice. Donc voilà. L'actualité en République démocratique du Congo reste aujourd'hui dominée par l'attaque de la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au niveau de la Cour constitutionnelle par un autre candidat de la République, candidat président de la République, Seth Kikouni. Vous, en tant que, je dirais, membre de l'Union sacrée pour la nation, comment interprétez-vous cet état des choses? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Vous savez, l'initiative d'intenter une action en justice me revient à tout le monde. Oui. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez vous dire, écoutez, je vais initier une action en justice contre X, contre Y. Ça, c'est une chose. Mais encore faut-il que le fait reproché à l'autre, n'est-ce pas, soit vérifié. Il appartient au juge constitutionnel, parce que c'est à eux que revient la responsabilité de juger les plaintes de cette catégorie-là. Il leur revient, n'est-ce pas, de dire droit. Moi, étant parlementaire et aussi respectueux des textes, je ne sais pas comme ça faire un commentaire dans un dossier qui est au niveau de la justice. Mais ce que je peux dire en tant que politique, oui, en tant que membre de l'Union sacrée, comme vous venez de le dire, et aussi en tant que un des porteurs des candidatures du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce que je peux dire, ce ne sont que des manœuvres dilatoires, des manœuvres politiques qui n'ont, à mon sens, aucune issue favorable, étant donné que le président de la République a accédé de manière régulière à la magistrature suprême et il a exercé avec succès son mandat. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure là que je suis un des porteurs de sa candidature. Oui. La raison qui nous a aussi poussé à soutenir sa candidature, c'est que nous avons vu en lui une grande vision de changer les choses, une grande vision, n'est-ce pas, de donner sourire au peuple congolais. Voyez-vous, les 5 ans, les 5 ans que nous lui avons accordés lors des élections de 2018, nous avons estimé que c'était insuffisant par rapport, n'est-ce pas, à sa vision. Oui. Et qu'il est tout à fait normal de lui accorder un deuxième mandat pour parachever, n'est-ce pas, le projet qu'il a pour la République démocratique du Congo. Mais, honorable Papi Bazego, on assiste aujourd'hui à une floraison des requêtes de part et d'autre. L'autre sur Moïse Katumbi Chapwe, l'autre également sur le président de la République en vie de son invalidation. Mais si la guerre de requêtes devait avoir lieu, on ne serait pas loin, je dirais, des cas de figure relevés dans la chanson de l'ancien sociétaire de tout-puissant Okedjaz, Bomangaï, Nabo Mayo, Tobomana. Alors,
Qui aurait intérêt à voir le pays sombrer dans une crise dont personne ne peut prédire l'issue? Vous, en tant que politique, votre analyse? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Vous savez, hein, en ce qui concerne les plaintes contre différentes candidatures, vous avez dit tout à l'heure là aussi, de Moïse Katumbi, vous savez, il y en aura toujours, les plaintes, il y en aura toujours. Il ne me revient pas comme ça de prendre position par rapport à cela pour dire, écoutez, sa candidature serait ou est attaquée. Il ne me revient pas comme ça de le dire ainsi. Mais vous savez aussi une chose. Les plaintes contre les candidatures ne le sont pas qu'au niveau de la présidence de la République. Oui, même au niveau à tous les niveaux. Oui. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Tout récemment, nous avons, si j'ai bonne mémoire, suivi le communiqué de la CENI par rapport à la candidature à la députation provinciale. Le rapport, n'est-ce pas, de la publication de la liste provisoire, je crois. Oui. Je pense que ça doit aussi être pour, quelque part, pour des raisons que nous sommes en train d'évoquer, n'est-ce pas, quelques plaintes. Il est question que la justice puisse se trancher pour arriver, n'est-ce pas, à nettoyer les listes qui ont été déposées et permettre à la CENI de faire son travail. Donc, c'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie et c'est comme ça que le pays dit des démocratie fonctionne. Mais faudra-t-il admettre aujourd'hui que tout ce qui se passe, c'est peut-être pour élaguer plutôt l'un ou l'autre candidat aux élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo, notamment les cas de Moïse Katumbi. Apparemment, c'est un candidat qui dérange l'union sacrée en fait. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, dire que c'est un candidat qui dérange, moi, je ne sais pas me prononcer là-dessus. Moi, je vois mon candidat. Félix Antoine Tshisekedi. Je vois mon candidat, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je défends, bec et ongle. Je vois en lui l'espoir de la nation congolaise. Vous savez, depuis un temps, mon cher ami, le pays où l'homme congolais avait commencé à perdre, n'est-ce pas, de sa considération vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, parlant des documents, des documents administratifs. Vous vous rendez à l'étranger avec un document congolais, à un moment donné, ça a commencé à craindre. Et vous vous demandez, mais c'est quoi ce qui se passe ici? Donc, mais avec la diplomatie agissante imprimée par le président de la République, nous voyons de plus en plus le peuple congolais. Le Congolais commence à être respecté. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Quelque chose de très important. C'était vraiment aberrant de voir. Vous arrivez quelque part, on vous dit, écoutez, celui-là, c'est un sujet, je ne sais pas de quel pays, je ne vais pas citer ici, mais ici, c'est un Congolais. Mais vous regardez la manière dont on est en train de traiter les dossiers, vous sentez la discrimination directement dans tout ça. Et ça choque. Mais au jour d'aujourd'hui, la dignité commence peu à peu, n'est-ce pas, à être rétablie. Ça, c'est déjà intéressant. C'est très important. Et les sociales? Mais les sociales, cher ami, je dois vous dire, vous savez d'où nous venons. Vous savez d'où nous venons. Quand on parlait des budgets nationaux ici dans ce pays, ici en République démocratique du Congo, vous savez on était où? Le pays peinait d'atteindre 4 milliards de dollars. 4 milliards. Mais aujourd'hui, on a 16 milliards aujourd'hui, sur le plan social. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Peut-être que ce sont des commentaires recueillis auprès de ceux-là qui attaquent le pouvoir, de ceux-là qui attaquent le régime actuel, de ceux-là qui attaquent la politique du président de la République. Mais regardez, beaucoup de projets ici en République démocratique du Congo sont financés sur fonds propres. Et les élections? Ce sont des efforts, n'est-ce pas, à féliciter.
Mais on a connu ça aussi, hein, mais sous les le élections, régime de Kabila, puisque où les élections ont été financées parlez, au fond des décaissements propres aussi. mais regardez, vous avez parlé des élections. Oui. C'est le gouvernement qui finance. Le gouvernement qui finance en grande partie les élections, l'organisation des élections. Puisque c'est une question de souveraineté. Mais ici, vous êtes à Kinshasa. Kinshasa, ce n'est pas le Congo. Il faut sillonner. C'est vrai que beaucoup reste encore à faire. Mais je vous dis que l'image du Congo, de la République démocratique du Congo, commence à changer. Il faut voyager. Il faut aller à l'intérieur. Vous allez vous-même très vite établir la différence entre le régime actuel et différents régimes que nous avons connus dans ce pays. Ça, c'est clair. Papi Bazego Temboussi, face aux requêtes telles que déposées de part et d'autre par les uns et les autres pour invalider l'autre, mais vous ne voyez pas que la Cour constitutionnelle devait jouer les ponces Pilate comme l'a fait la Commission électorale nationale indépendante en laissant toutes les candidatures au niveau présidentiel, envie de laisser la population elle-même départager les différents candidats, qui doit être élu et qui ne le doit pas. Votre analyse. Monsieur le journaliste, je pense que nous devons laisser tranquillement la Cour constitutionnelle faire son travail. Évitons d'influencer la Cour constitutionnelle. Évitons de créer autour de son jugement, n'est-ce pas, des émotions. Laissons la Cour constitutionnelle faire son travail. Elle le fait déjà bien. Je ne pense pas que quelque part là, dans la Cour, il y a des intentions. Non. Laissons la Cour faire correctement son travail comme elle a toujours fait. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Très bien. Un autre sujet qui défraie la chronique en ce moment, il s'agit donc du départ de la mission onisienne en République démocratique du Congo. Le secrétaire général des Nations Unies était d'accord face à la demande du gouvernement de la République. C'est une demande qui s'inscrit dans le cadre de demander le départ pur et simple de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Vous, en tant que politique, vous ne voyez pas que la mission onisienne en République démocratique du Congo a fait son temps et a démontré ses limites? J'allais dire sans objet votre question, parce que déjà vous venez de donner une réponse tout à l'heure dans votre question. Vous savez, il faut retenir une chose. Oui. Ça fait plus de 20 ans que la mission des Nations Unies, dont nous saluons bien entendu le travail à un moment donné de l'histoire, la mission des Nations Unies, cette mission, elle est restée pendant plus de 20 ans en République démocratique du Congo. Et il faut retenir que c'est une des missions la plus coûteuse que les Nations Unies aient, ne soient organisées. Si ce n'est pas la toute première, si ce n'est pas la première. Mais quand vous regardez le moyen mis à la disposition de cette mission, qui est au Congo, qui est en République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans, et le résultat, c'est-à-dire le moyen comparé au résultat attendu par rapport à cette mission, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Il suffit seulement de prendre l'exemple de l'Est. À un moment donné, la mission, puisque la mission était un peu partout, avec le quartier général, disons un peu de, je ne sais pas comment je peux dire, des points ou des stations à Kisangani un peu partout, mais maintenant c'est beaucoup plus focalisé à l'Est, à Goma. Oui. Mais c'est quoi le résultat? Nul. C'est quoi le résultat aujourd'hui? Je ne m'attaque pas à la mission des Nations Unies qui nous a à un moment donné aidés. Mais
au fur et à mesure que nous avons évolué avec les temps, nous nous sommes rendus compte que la présence de cette mission commençait un peu à devenir embarrassante. Aussi, je vais souligner l'intervention ou la sortie médiatique il y a quelques mois du secrétaire général des Nations Unies, Oui. Antonio Guterres. Je crois, j'étais parmi ceux-là qui avaient réagi de manière rigoureuse. C'était inquiétant d'entendre d'une haute personnalité des Nations Unies, M. Antonio Guterres, que le M23 Détient des armes sophistiquées. c'était une armée moderne. Moi, je vous dis, mais j'ai eu des frissons quand j'ai entendu ça. Je l'ai suivi personnellement. Donc, comme politique, Oui. je trouve que la MONUSCO a fait son temps. Et qu'il était question de tourner la page. Déjà, l'armée congolaise s'est organisée. La mission régalienne qui revient à chaque armée de défendre son territoire. Je pense que l'armée congolaise, les FARDC, n'est-ce pas, sont en mesure de le faire. Il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on puisse déjà penser à l'accélération, parce que c'était déjà évoqué, Oui. le besoin de voir les troupes des Nations Unies qui se retirer de la RDC, mais je pense que la position actuelle d'accélérer ce départ, c'est à saluer. Mais honorable, vous ne voyez pas que bien que l'identification d'un tel départ postule en termes de solutions pour la paix, mais vous ne voyez pas qu'il y a une nécessité de la vie nationale pour empêcher ou éradiquer les réseaux criminels transnationaux de la guerre. L'État en tant qu'unité active est ici interpellé quand même. Mais, chose grave, l'État, à travers ses forces armées, qui est le FARDC, devait en principe sécuriser la population pour bouter dehors l'ennemi. Mais on assiste aujourd'hui à l'effet Ouazalendo. Pensez-vous que c'est à eux de le faire ou c'est à nos forces de défense de bouter l'ennemi dehors? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur les faits Ouazalendo, mais je vais quand même vous dire, je vais quand même placer un mot sur cette question-là. Vous savez, la République démocratique du Congo fait face à un complot International. Ça, je dois vous le dire. Oui. Étant donné ses ressources stratégiques, il fait l'objet d'une convoitise qui ne s'explique pas. Peut-être, je ne sais pas. Face à cette attitude, la défense de la patrie doit être la question de tout le monde. Comment ça? La question de tout le monde. Donc tout le monde peut se... Ça veut dire quoi? Oui. Il faut bien nuancer la chose. Oui. La vigilance fait partie, n'est-ce pas, de la contribution à la sécurité. La vigilance. Le quartier où vous habitez, les gens que vous ne connaissez pas, vous pouvez dénoncer. Les gens que vous ne connaissez pas, vous pouvez très bien dénoncer. Vous savez, c'est à l'armée, n'est-ce pas, que revient la mission, n'est-ce pas, de défendre notre territoire. Les faits, disons, l'actualité sur le Ouazalendo, je ne vais pas comme ça entrer dans la polémique parce que je vais éviter un peu le terrain sur lequel vous m'invitez là. Mais quelque part, la situation à l'est du pays est tout à fait particulière. Je peux comprendre
qu'un groupe de jeunes gens, longtemps martyrisés par des voisins hypocrites, des voisins assassins, et qu'à un moment donné, une sorte, n'est-ce pas, de d'éveil de conscience se manifeste dans l'une ou sous une ou une autre forme, n'est-ce pas, des revendications. Si aujourd'hui, nous sommes en train d'entendre ce phénomène, c'est peut-être un ras-le-bol. C'est peut-être un ras-le-bol. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Vous savez aussi que, j'ai dit tout à l'heure là, que le Congo aujourd'hui est comme une très belle femme. Tout le monde veut la voir. Tout le monde veut la voir, mais malheureusement de la mauvaise manière. Mais faudra-t-il admettre que ce sont là ces éléments qui paraissent déterminer nos malheurs aujourd'hui? D'une part, l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol, comme vous l'avez évoqué d'ailleurs, et d'autre part, il y a également cette position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. Mais vous ne voyez pas que ces deux facteurs expliquent déjà de multiples problèmes d'ingérence dans nos affaires depuis 1960. Mais pourquoi ne pas avoir aussi une armée forte pour résoudre cet état des choses? Monsieur le journaliste, permettez-moi de ne pas aborder en public la question de l'armée. Ce sont des questions sensibles. Qui est une question sensible, mais seulement, il suffit de voir comment notre armée s'est comportée depuis un temps et maintenant, comment elle se comporte. Au jour d'aujourd'hui, la montée en puissance de notre armée, c'est les efforts, ou ce sont les efforts conjugués par le gouvernement sur base de la vision du président de la République, soutenu par toute la classe politique. Je vois le gouvernement, je vois les institutions, les parlements et autres. Le moyen qu'on met aujourd'hui pour, bien entendu, permettre à ce qu'on puisse parler de la montée en puissance, c'est-à-dire le budget aujourd'hui qui a été multiplié, le budget de la défense qui a été multiplié, ou revu à la hausse, si je peux le dire ainsi, on peut se permettre d'espérer que la République démocratique du Congo va, dans les prochaines années, jouer son rôle, et véritablement son rôle en Afrique centrale. Papi Bazego, pour terminer, parce que nous sommes arrivés déjà pratiquement à la fin de cette émission, vous êtes rapporteur de la Commission économico-financière et contrôle budgétaire du Sénat. Bientôt, vous allez analyser en seconde lecture le projet de loi portant budget pour l'exercice, je crois, 2023. Mais bien avant, vous avez eu à analyser et adopter le projet de loi portant reddition des comptes au niveau de votre chambre. Mais là où les bas blessent, on a constaté un certain nombre de dépassements dans des ministères, ainsi de suite. Vous, en tant qu'autorité budgétaire, comment expliquez-vous cette réalité? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Je pense que vous me posez la question puisque vous avez été dans la salle, disons dans les deux salles, dans la chambre basse comme aussi dans notre chambre, la chambre haute. Je vais d'abord porter une correction. Oui. Notre commission s'appelle Commission économique, financière et de la bonne gouvernance, et non de contrôle budgétaire. Non, ça a changé comme à l'époque des Kengo. Voilà, donc c'est ça d'abord la précision que je devais porter.
C'est vrai qu'il y a, nous avons déploré quelques préoccupations qui étaient soulevées en rapport, bien entendu, avec les dépassements des lignes de crédit constatées ci et là. Mais il faut aussi retenir que les explications du ministre des Finances, nous ont édifiés quant à ce. C'est vrai qu'il faut améliorer. J'ai compris que être à sa place, c'est vrai que je vais pas être là, je suis pas là, je réponds pas comme son porte-parole, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'effet appréciation. Oui. L'effet appréciation. Et vous pouvez avoir comme ça les urgences, et il y a toujours une urgence parmi les urgences. Ça c'est une chose. Donc, mais il faudrait que tout cela soit fait dans le sens, n'est-ce pas, d'accompagner tous les secteurs. C'est ça aussi le travail que nous sommes en train de faire au niveau de notre commission. Parce que la loi portant réduction des comptes a été envoyée dans notre commission. Nous l'examinons pour, n'est-ce pas, des fins utiles. Mais nous pensons qu'il y a des propositions et des recommandations que nous arriverons comme ça à formuler pour arriver, n'est-ce pas, à améliorer les choses. Voilà ce que je peux dire. Mais on a constaté aussi, dans des institutions qui sont censées contrôler des dépassements, comme le cas de l'Assemblée nationale et même la Cour des comptes plutôt, où on a constaté un certain nombre de dépassements. Mais vous, en tant que politique, la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir qui contrôle qui alors, en ce moment où il y a des dépassements au niveau de la Cour des comptes, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, je ne sais pas, citer aussi le Sénat quant à ça. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Vous êtes revenu plus d'une fois sur, n'est-ce pas, la question liée au dépassement. Oui. Vous savez, c'est une faute de gestion. Oui, je peux le dire ainsi. Je peux le dire ainsi à un niveau. Parce que encore faut-il que les raisons soient connues, mais pour permettre à ce que l'appréciation, n'est-ce pas, soit faite. Il faut retenir que dans les prévisions, disons dans le budget, il y a toujours les prévisions, et puis il y a les recettes qui sont attendues. Il y a aussi il y a des dossiers inattendus, n'est-ce pas, qui surviennent à un moment donné de l'histoire. On a connu des dépassements, par exemple, pour tel ou tel domaine. C'est tout à fait normal qu'on arrive aussi à constater cela. Mais là où nous avons remarqué des dépassements à des niveaux très très élevés, créant là, n'est-ce pas, un fossé entre certains secteurs par rapport aux autres, nous sommes en train comme ça de travailler pour arriver à améliorer de manière à ce que dans le futur, qu'on n'arrive plus à parler de ces genres de dépassements, parce que vous êtes revenu plusieurs fois sur ça. Papi Bazego, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot pour clôturer l'émission Kiosque spéciale qui vous a reçu aujourd'hui. J'ai été heureux de partager un moment d'analyse des éléments qui font l'actualité dans notre pays avec CCTV, bien entendu. Et je suis heureux d'être invité ici, mais je pense que ce ne sera pas la dernière. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine de prédilection kiosque. Je vous rappelle que nous avions réussi pour vous les sénateurs Papi Bazego. Il est rapporteur de la commission économico-financière et bonne gouvernance du Sénat, auteur de plusieurs initiatives parlementaires et productions législatives, notamment la plus récente plutôt, c'est l'interpellation de la ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux sur les conditions carcérales. Avec lui, nous avons bien évidemment analysé la situation politique, sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo,
et aussi son interpellation à l'endroit du ministre de la Justice et garde des Sceaux. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Je vous rappelle que cette émission a été réalisée par Doudou Montéry, le patriarche de Mongafula. Merci, le sénateur Papi Bazego, d'avoir répondu valablement à notre invitation. Merci, M. Journal. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.